Vous aussi, d'ailleurs, vous restez avec nous pour aborder ensemble les problématiques maintenant du grand oral. Nos étudiants de Versailles nous livrent leurs souvenirs, leurs anecdotes aussi, qui sont, vous allez voir, assez surprenantes sur ce grand oral. Je vous laisse découvrir ça et on en parle juste après notre micro-trottoir. Une anecdote, mon oral, sont bien passés. Moi j'étais trop confiant à ma première année, je pensais vraiment que c'était bien passé, j'ai eu 5. Malheureusement, au CRFPA, avoir bachoté, avoir révisé, avoir toutes les chances de son côté ne veut pas dire qu'on l'a forcément. Donc il faut tenir jusqu'au bout et surtout pas lâcher parce que ça c'est important. Alors moi si, je redoutais énormément le grand oral parce que bon moi je suis pas une oratrice née, hein, mais je me soigne. La part de stress, bon, elle diminue ou elle augmente selon les réponses qu'on peut apporter et selon le jury qu'on a en face de soi. En fait, moi, je suis tombée sur le sujet, c'était le droit de l'environnement, un sujet que je ne connais pas du tout. Et malheureusement, un des magistrats, le magistrat qui était là, était spécialisé en droit de l'environnement. Donc, il ne m'a pas lâché. Quand j'ai eu le sujet qui portait sur la présomption d'innocence, j'ai un peu paniqué au début parce que je ne suis pas du tout pénaliste. Et finalement, j'ai pu raccrocher à ce que je savais et ça s'est bien passé. Je pense que l'erreur majeure, c'est de considérer qu'il s'agit là d'un examen universitaire. Et je sentais arriver la question qui fâche. Parce qu'il m'a dit, est-ce que vous pensez que le procureur est indépendant? Un magistrat m'a posé la question suivante. En tant qu'avocat, pouvez-vous insulter un magistrat? Alors là, il faut réfléchir. Quand on voit la question qui fâche, on se dit, bon, s'il pose cette question, c'est que c'est un magistrat. C'est une question pour tester justement le candidat, je crois. Il faut se dire que les gens qui sont en face de nous, il faut bien réfléchir à ce qu'on va dire. Et parfois, pas forcément dire ce que l'on pense, mais aller dans leur sens. On est amené à juger votre aptitude à l'expression, à la réflexion, au raisonnement et également à la conviction. Il faut donner envie d'avoir envie. Envie d'avoir envie, c'est le défi du grand oral. Pour nous aider à décrypter cette épreuve si importante et surtout inédite dans un parcours d'étudiants en droit, j'ai le plaisir de recevoir un avocat. Bonjour, maître Patrick Rakoto-Harrison. Bonjour. Merci de nous avoir rejoints. Vous êtes aussi ancien bâtonnier du barreau de Chartres et membre du jury du grand oral depuis maintenant près de 10 ans. Hein. À peu près, oui. Donc vous en avez vu des J'en candidats. ai vu, j'en ai corrigé, j'en ai retrouvé après à l'école d'avocat. Donc, très bien. Effectivement. Alors, Hector, j'imagine que c'est une épreuve que vous redoutez, ce grand oral. Vous pouvez nous expliquer un petit peu pourquoi? Alors, je la redoute, mais pas de manière si négative que ça, parce que je pense que c'est la première fois dans nos études de droit qu'on nous donne l'opportunité de montrer qu'on s'intéresse à l'actualité, qu'on s'intéresse à la profession d'avocat, et qu'on n'est pas simplement là pour apprendre un cours et le recracher. Et la deuxième chose, c'est que c'est la première fois qu'on nous demande de séduire un jury. On a un avocat, un magistrat et un maître de conférence en face de nous. Donc moi, je le prends un peu comme une mini plaidoirie. Et donc on a vraiment l'opportunité de s'en sortir par un côté qui n'est pas trop scolaire, pas trop formaté. Et c'est assez intéressant puisqu'on doit séduire un jury. C'est à peu près ça, c'est peut-être que je me trompe totalement. Mais... Effectivement, l'approche... Pour nous qui sommes dans le jury, on a une approche qui est celle de... On ne recherche pas les connaissances livresques des étudiants. Ça, je crois que c'est le premier point et en ce sens, je vous rejoins. Ce qu'on essaye de voir, et c'est le deuxième point sur lequel vous avez raison, c'est que nous allons voir comment vous organisez votre pensée, comment vous argumentez pour pouvoir, si ce n'est nous convaincre, en tout cas défendre votre point de vue. Voilà, ce qu'on attend, ce sont des étudiants qui sont réactifs. On leur pose un sujet avec un libellé. Comment vont-ils nous le restituer avec leurs mots à eux, avec leurs convictions? Et à partir de ce moment-là, c'est vrai que ce ne sont pas les connaissances de fond, même si, encore une fois, et ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, les connaissances de fond sont importantes, sinon on n'arrive pas à exprimer une pensée de toute façon. Et qu'attendez-vous justement d'un candidat, une qualité particulière qui vous... Est-ce que vous attendez de l'audace,
Ou est-ce que vous attendez aussi un peu de retenue, comme on a pu l'entendre dans le micro-trottoir, de certains étudiants qui nous expliquaient qu'il vaut mieux savoir ne pas trop vexer les susceptibilités des uns et des autres sur les questions un peu pièges. Qu'est-ce que vous attendez? Alors, l'audace, je dois dire que ce n'est pas la qualité première que nous attendons. Pourquoi? Parce que l'audace, c'est comme l'humour, c'est très difficile à manier. Non, c'est vrai. Donc, vaut mieux pas voilà. se risquer. En revanche, que quelqu'un nous dise, avec donc sa conviction, et nous dise des choses que nous, jury, individuellement, nous n'avons pas forcément envie d'entendre, des choses que nous ne partageons pas, ça ne nous pose aucun problème. En revanche, c'est vrai que l'audace, après, pour en faire quoi? La question, elle est là. Comment est-ce que vous vous entraînez, Hector, à cette épreuve? Est-ce que vous avez un binôme? Est-ce que vous faites des faux oraux avec des étudiants et vos camarades? Comment ça se passe? Je ne m'entraîne pas encore très activement parce que le conseil des étudiants qui ont déjà réussi le CRFPA me disent que le grand oral, c'est possible de le louper, mais on a quand même, je crois, 90 ou 80% de chances de réussir une fois qu'on a été pris pour les oraux. Donc, il faut, je pense, d'abord travailler les matières écrites et sinon suivre l'actualité, lire les journaux tous les jours et puis lire l'actualité un peu plus juridique, c'est-à-dire, je pense notamment à la semaine juridique. Ça, c'est un petit peu plus nouveau pour nous, c'est un peu plus difficile parce que lire les journaux et les grands quotidiens, ça, on le fait et c'est intéressant qu'on soit étudiant en droit ou non. Mais c'est vrai que de lire la presse juridique, ça c'est un peu nouveau et un peu plus difficile pour nous, mais c'est intéressant. Tout à fait, effectivement, cette épreuve, c'est aussi une épreuve de culture générale. J'ai entendu certains étudiants pendant le micro-trottoir qui m'expliquaient, alors c'est pas forcément les passages qu'on a retenus, mais on nous demande parfois quel est le dernier film qu'on est allé voir, alors qu'effectivement c'est quand même des élèves qui se préparent à un examen où ils ont un certain enfermement. Est-ce que c'est aussi, on leur demande, encore une fois, c'est une épreuve de personnalité. Qu'est-ce que vous attendez à ce niveau-là? Alors c'est vrai que dans tous les jurys, on n'aborde pas des questions extérieures, mais ça peut arriver pour une simple et bonne raison. Encore une fois, c'est que dès lors où le postulat, ce ne sont pas nous ne recherchons pas l'étendue des connaissances des candidats. Ce que nous recherchons, c'est comment il va développer une idée et surtout comment il réagit face à l'imprévu. Lorsque vous êtes avocat, les choses en audience ne se dérouleront jamais comme vous l'avez préparé. Donc, lorsqu'on leur pose des questions qui peuvent apparaître déstabilisantes, ou en tout cas totalement extérieures aux propos, c'est également pour voir comment ils vont réagir. Des choses qu'ils n'avaient pas prévues, s'ils sont très cadrés, ils ont tout rédigé de A à Z, mais quelquefois il faut sortir des sentiers battus de ce qui est écrit. Donc c'est ça, ça fait partie de la détection de la qualité d'avocat, c'est-à-dire savoir réagir à la situation, à l'imprévu, et être réactif. Je vous rappelle que vous pouvez d'ailleurs poser toutes vos questions via le compte Facebook de LexisNexis étudiants. Nous tentons d'y répondre à la fin de cette partie. Toutefois, j'ai une question assez pertinente qui me vient de Johanna. Pensez-vous qu'il est encore permis de parler de l'art oratoire du métier d'avocat, qu'il soit nécessaire que les gens qui s'y destinent aient de bonnes capacités oratoires? C'est effectivement ce qu'on voyait dans le micro-trottoir. Caroline, je crois, nous disait « Je ne suis pas une oratrice née, mais je me soigne ». Est-ce que c'est ça qu'on attend aussi d'eux? Alors cette question, elle nous est plus posée lorsqu'ils sont déjà dans l'école. Mais effectivement, on peut donner la réponse avant d'entrer dans l'école. Moi, ce que je leur dis, parce qu'on les prépare, une fois qu'ils sont à l'école, à des exercices de plaidoirie. Il est vrai que la plaidoirie a fortement évolué. Aujourd'hui, on n'est plus dans une plaidoirie-discussion, les dossiers sont transmis avant, donc on n'est plus dans l'oralité, en tout cas les joutes verbales telles que nous les connaissions, sauf peut-être dans certaines matières comme le pénal. En revanche, ce que je leur dis, déjà, d'une, c'est de ne pas changer leur nature. S'ils sont introvertis, etc., ils vont avoir des qualités, même s'ils sont timides. Et je ne dis pas de changer leur nature parce que ça se voit et au contraire, c'est contre-productif. Et deuxième chose, la profession d'avocat, ce n'est pas uniquement devant les prétoires. C'est également lorsque vous êtes dans le métier du conseil juridique, vous êtes devant un conseil d'administration et vous devez faire la démonstration que votre choix de montage juridique est le plus pertinent. Il va falloir prendre la parole, donc vaincre un peu votre timidité et expliquer de façon claire, avec des passages obligés, pourquoi votre solution est à retenir. Voilà, donc même si on ne se destine pas à une activité judiciaire et dans les prétoires, l'oralité demeure quelque chose d'important. Est-ce que vous pensez, vous qui êtes aussi avocat, que les épreuves et la formation universitaire qui sont délivrées à ces étudiants sont adaptées à la réalité et aux contraintes de ce métier? Oui et non. Alors oui et non, pourquoi On peut mieux faire.
Non, enfin, la difficulté elle est la suivante, c'est que lorsqu'ils sont à l'école, une fois qu'ils ont eu l'examen d'entrée, on leur demande, et c'est là la grande difficulté, d'avoir des connaissances, ou du moins des préacquis dans toutes les matières. C'est-à-dire que l'université, et tout à l'heure, je crois, le professeur l'avait indiqué, indiquait que les Master 2 spécialisés. Le fait est, c'est que lorsqu'ils vont passer l'examen de sortie, donc pour avoir le certificat d'aptitude à la profession d'avocat, nous pourrons les interroger sur toutes les matières. Donc ceux qui, dans leur cursus, ont peu ou prou échappé, par exemple, à du droit pénal, la difficulté va se poser parce qu'il va falloir que durant les à peu près 2 ans qu'ils passent au CRFPA, qu'ils comblent leurs lacunes. Donc c'est pour ça que je dis, oui, ils ont une bonne formation, mais lorsqu'ils seront dans l'école, ça peut avoir des répercussions s'ils sont trop spécialisés. Hector, vous avez le sentiment, vous d'être bien préparé à tout ça, non seulement pas à l'examen, mais proprement dit, mais à ce métier. Est-ce que vous avez l'impression, quand aussi vous réussissez, et je vous le souhaite, que ça va, vous n'avez pas des craintes à ce niveau-là? Je n'ai pas trop de crainte parce que je pense que les avocats les jeunes avocats avec qui on discute nous disent qu'eux, ils ont appris vraiment le métier une fois qu'ils étaient avocats, pas vraiment à l'école. Ils ont appris, je pense, vraiment le droit pur en soi à l'université, mais pas vraiment la pratique. C'est vrai qu'à l'université, en tout cas ce qu'on apprend jusqu'au Master 1, c'est quand même très scolaire. On ne nous apprend pas à plaider, on nous apprend pas, on fait beaucoup de commentaires d'arrêt. Je ne sais pas si ça sert beaucoup de connaître la loi ancienne et de connaître la doctrine pour être avocat. Peut-être, je ne le sais pas, mais en tout cas, c'est quand même très très théorique ce qu'on apprend à l'université de droit et à mon avis peu pratique. C'est quand même, j'imagine, un passage obligé pour avoir, c'est comme faire ses gammes, quoi. Voilà, de toute façon on est obligé. Hein, mais je pense que c'est intéressant, mais je ne sais pas si c'est très 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 pratique et très très tourné vers le métier d'avocat en soi. On passe maintenant aux questions des internautes qui sont aussi nombreuses dans notre boîte à questions. À tout de suite. Découvrons ensemble maintenant les questions de nos internautes. Alors, il y a tout d'abord une question de Grégory. Est-il vrai que les masters de droit des affaires, droit social ou droit public sont handicapants par rapport aux masters de droit privé pour l'examen d'entrée au CRFPA? Absolument pas. D'ailleurs, nous, j'allais dire, c'est la diversité qui nous intéresse. Et lorsque vous avez réussi l'examen d'entrée, on a autant d'avocats que d'activités différentes. Donc, non, absolument pas. Il n'y a aucun handicap, aucune chasse aux sorcières si vous avez tel ou tel cursus. Pas du tout. Une autre question maintenant de Anne-Sophie. À quand une formation adaptée à la réalité du marché du travail actuel? C'est ce dont on parlait un peu brièvement tout à l'heure. Et donc notamment un calendrier plus flexible. Alors, je pense elle présente ensuite tous les élèves avocats de Paris et de Versailles cherchent un stage final au même moment, soit de janvier à juin, ce qui rend la concurrence très rude. Ne serait-il pas plus facile si on pouvait modifier et flexibiliser un peu ce calendrier? Alors, à l'heure actuelle, le côté pratique, contrairement à ce qui est dit dans la question, il existe. Pourquoi? Parce qu'il y a eu une époque où c'était, pendant tout le cursus, en tout cas toutes les études se déroulaient sur une année, et la formation était essentiellement ponctuée de cours. Aujourd'hui, il faut savoir que nous sommes dans l'alternance. C'est-à-dire, alors ça a du bien et du mauvais, ça veut dire 15 jours au centre, 15 jours dans un cabinet d'avocat, 15 jours au centre. Donc on a le côté pratique. Ça, c'est quelque chose qui évolue. C'est ce dont on parlait tout à l'heure, c'est associer la théorie à la pratique, et ça, c'est important. Moi, je parlais plus de l'université, que je pense que l'école d'avocat est très pratique, mais l'université, avant le concours d'avocat, n'est pas très pratique. Tout à fait. Alors là, c'est une autre question, mais après, la recherche des stages en même temps, c'est aussi lié, non pas à une volonté de notre part, mais nous sommes au niveau des centres de formation d'avocats donc enfermés dans des textes. Et ces textes obligent à faire la deuxième année, l'intégralité de la deuxième année, à peu près, parce que ça fait moins d'1 an, ça fait à peu près 8 mois. Ces 8 mois, on doit les faire intégralement en cabinet d'avocat. Donc ce sont les textes qui nous imposent ça pour l'instant. Effectivement, on pourrait réfléchir autrement, mais je pense que pour l'instant, je ne vois pas la solution. Alors, pour revenir au grand oral, est-ce que vous pouvez nous décrire un petit peu quels sont les pièges, surtout à éviter pour ces candidats qui vont passer sur le grill, si je puis dire, du grand oral? Alors, c'est vrai que c'est comme toutes les épreuves, il faut être prêt le jour J.
La seule chose que je vois, en tout cas dans les épreuves, et qui m'étonne toujours, alors qu'ils ont un passé, j'allais dire, d'étudiants et d'examens derrière eux, lorsqu'on vous donne un libellé dans un sujet, je suis toujours étonné de voir que certains candidats dissocient les mots dans le libellé et font une présentation, par exemple, sur tel mot fera la première partie, tel autre fera la deuxième partie. La précipitation aussi, le stress peut c'est leur peut-être le faire, stress, mais le premier tromper. piège à éviter, bien évidemment, c'est de dissocier les termes du sujet. Il faut vous dire que lorsqu'on vous pose un sujet, c'est la problématique globale qui est intéressante et tous les mots sont intéressants, même les négations, les virgules, etc. C'est pas par hasard. Bah, c'est pas par hasard, rien n'arrive par Elle a hasard. été pensée, cette phrase. Et la deuxième chose à éviter, c'est que lorsque vous annoncez donc, dans votre préparation un plan, nous on est formaté pour le suivre, il faut que les plans soient équilibrés et surtout lorsque vous annoncez un titre de plan ou une sous-partie, il faut les respecter. Il n'y a rien de plus déstabilisant de se dire, voilà, on a fait dans une première partie, nous verrons ci, dans une deuxième partie, nous verrons ça. On a la première partie qui va durer finalement l'intégralité. Et on reste sur notre fin, on se dit, mais finalement, est-ce qu'il avait mal traité le sujet? Pourquoi on a ce décalage, etc. À retenir, donc. Une autre question de Chris. Après la formation, comment trouver son premier job? Donc là, c'est l'avocat, plus peut-être qui parle. Bon, c'est une vaste question, hein, comment trouver son premier job. Mais est-ce que vous avez quelques conseils déjà pour comment commencer? Plutôt dans un gros cabinet, plutôt un petit cabinet? Je n'ai pas de théorie, enfin de conseils sur les gros ou les petits cabinets. Ça dépend. Il faut déjà trouver le cabinet où on se sente à l'aise. Souvent le cabinet voilà. qu'ils ont qui choisi en stage. Voilà. Mais après, je crois qu'il ne faut pas hésiter, lorsqu'on arrive dans ce stage de deuxième année au CRFPA, à l'EDAC, de questionner, de savoir, de tâter le terrain, pour savoir si, à l'issue de l'examen, dans l'hypothèse où l'élève a le diplôme, s'il soit regardé ou pas. Parce que s'il est gardé, en tout cas si on lui promet le poste à l'issue de l'obtention de son CAPA, c'est déjà un soulagement pour lui, mais c'est aussi le temps où il n'aura pas à consacrer à une recherche. Après, les règles pour rechercher, ça dépend également des domaines d'intervention. Il y a des domaines qui sont un peu plus fermés aujourd'hui, il y a d'autres domaines qui recrutent. Lesquels, par exemple, comme domaine? Alors, crise oblige, il est vrai qu'en discutant avec les confrères, même s'il y aura toujours du travail, bien évidemment, aujourd'hui, dans les domaines du conseil, certains ont décidé de réorienter leur parcours professionnel. Aujourd'hui, ce que je vois, on voit en côtoyant les étudiants, ce qui a le plus le vent en poupe, c'est tout ce qui va toucher au droit social, au droit du travail. Donc et moi je les encourage, pour ceux qui nous écoutent et qui avaient des réticences là-dessus, c'est de privilégier également le droit public. Très bien, c'est noté. Merci beaucoup, maître, d'avoir accepté notre invitation. Un ouvrage maintenant indispensable pour aborder ce grand oral assez sereinement, je l'espère. C'est l'indétrônable code constitutionnel qui rassemble tous les textes fondamentaux qui vont certainement être abordés peut-être dans une question, justement les mots dont vous parliez. Là, pour le coup, les définitions sont bien précises dans ce code.